On va commencer à faire ce webinaire donc en français ce coup-ci. D'abord, je veux remercier Chaos et puis Yannick pour m'avoir donné la chance de présenter ce webinaire sur les blessures de danse. Et puis, donc pour faire une présentation rapide, je suis Sylvain Mancuso, je suis ostéopathe à Moncton depuis 10 ans, 11 ans maintenant. J'étais physiothérapeute en France avant. J'ai l'habitude de gérer et de prévenir les blessures avec les sportifs en général. Je suis depuis pratiquement 10 ans les Wildcats sur la prévention des blessures et puis surtout des commotions. Mais l'idée, en fin de compte, ça m'a vraiment donné beaucoup d'informations sur qu'est-ce qu'on peut faire avant une blessure pour les éviter. Donc, cette présentation va s'articuler autour de 3 grands axes. La première partie va être d'abord de comprendre les différents types de blessures, essayer d'évaluer un petit peu tout ça. Je vais vous donner aussi quelques informations sur les différents red flags, ce qu'on appelle, c'est-à-dire qu'est-ce qui va donner la puce à l'oreille qu'il est important d'agir rapidement ou pas. Et puis, même si pour moi, agir rapidement, c'est toujours super important pour éviter les complications. Ensuite, justement, dans l'action, comment les gérer, juste quelques informations pour agir, puisque quand j'avais discuté avec Yannick, c'était vraiment quelque chose qui était important pour elle, c'était justement cette capacité d'avoir les bons gestes pour justement permettre d'éviter que les blessures s'aggravent et puis surtout de risquer que le danseur ou la danseuse se fasse plus mal. Et puis, la dernière partie du webinaire va vraiment être axée sur la prévention, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter de se blesser. Et puis, je vais finir le webinaire par deux, trois infos sur comment s'étirer, puisqu'il semblerait que c'était aussi quelque chose qui était important pour Chaos. Et puis, on finira avec questions-réponses. Donc, le plus important déjà, quand on se blesse, c'est essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe, quel type de blessure, est-ce que c'est grave, est-ce que c'est pas grave. Et puis pour les blessures de danse, on va vraiment travailler et puis essayer de parler des différents types de blessures. Souvent, vous allez le voir dans la diapositive suivante, on a plus des blessures sur le bas du corps. Dans la danse classique, en hip-hop, on peut aussi avoir des blessures au niveau du poignet, des coudes, des épaules. Donc là, on s'est un peu focusé sur la hanche, donc les hanches, pieds, chevilles, genoux, puis ensuite on va parler de fractures factiles et puis des conséquences à long terme, puis surtout essayer de faire comprendre pourquoi on peut éviter aussi ces conséquences à long terme quand on fait de la danse, puis comment le faire pour justement éviter de se blesser. Donc, au niveau des atteintes de hanche, on va avoir des risques de tendinite, on va avoir des risques d'impingement, c'est-à-dire de conflit au niveau de la hanche. Puis souvent, c'est quand on va aller trop loin dans certains mouvements ou quand la hanche n'est pas complètement libre, on peut soit abîmer un petit peu la hanche au niveau intrinsèque, mais aussi ce qui peut se passer, c'est qu'on peut abîmer le labrum, qui a une petite lèvre tissulaire autour de la hanche, quand on va faire des mouvements trop amples, ou qu'il y a certaines tensions et puis qu'on va demander à certaines zones de hyper travailler parce que d'autres ne font pas le travail. Donc ça aussi, on va en parler de l'importance d'être bien balancé pour éviter des types de blessures. Au niveau du pied et de la cheville, on a donc des blessures au niveau du pied et de la cheville. On peut avoir des tendinites du tendon d'Achille, des entorses au niveau des orteils. On peut aussi avoir des entorses au niveau de la cheville. Puis aussi, on peut avoir ce qu'on appelle des conflits au niveau de la cheville, c'est-à-dire que dans le cas d'un saut ou d'un mouvement trop rapide, on peut impacter
la cheville, et puis vous allez voir qu'à long terme, ça peut entraîner des problèmes. Au niveau des genoux, les deux plus grosses blessures pour les danseuses et danseurs, c'est le syndrome fémoro-patellaire. Donc, c'est quand la rotule vient frotter sur le fémur, et puis ça, on va voir dans la partie prévention comment l'éviter. Et puis, les risques aussi, c'est les risques d'entorse du genou. Mais ça aussi, on va aussi comprendre un petit peu qu'est-ce qui peut se passer, pourquoi on peut se faire une entorse du genou, et puis surtout, comment on peut l'éviter. Ensuite, dans les cas un peu plus extrêmes, on peut avoir des fractures de fatigue, c'est-à-dire qu'on hyper-travaille, on travaille trop, et puis on va avoir surtout des fractures de fatigue au niveau des pieds. Et puis ça aussi, c'est toujours le même principe. Si une zone hyper travaille pour compenser une autre qui ne fait pas le travail, par exemple quelqu'un qui a une entorse de cheville et qui a gardé un manque de mobilité au niveau de la cheville, il ou elle va le demander au pied de faire le travail de la cheville. Et puis, on peut avoir une fracture de stress à cause du fait une fracture de fatigue à cause du fait que sa cheville ne fait pas le travail. Donc, ça aussi, dans la compréhension globale de la santé, on va justement en parler dans la prévention. Et puis, à long terme, on peut avoir des arthrites au niveau du genou, hanche, cheville, au niveau du pied aussi, mais c'est la même chose. L'arthrite, c'est de l'hyperusure, et puis l'hyperusure vient d'un mouvement biomécanique inadapté, dû des fois au fait qu'on a des zones qui ne bougent pas et puis d'autres qui font le travail. Ce qui est important de comprendre en danse, c'est qu'en général, la plupart des douleurs que vous allez ressentir quand vous dansez, ça va être des courbatures. C'est-à-dire c'est des douleurs musculaires parce que vous avez une activité relativement intense. Et puis, de cette activité, vous allez avoir des blessures ou des tensions musculaires. Et puis, normalement, une tension musculaire ou une courbature va disparaître, va être au plus fort à 48 heures, qui va disparaître aux 72 heures. Les red flags ou un peu les points qui sont importants qui vont vous mettre un peu la puce à l'oreille, c'est si vous avez des douleurs la nuit. Souvent, quand on a des douleurs la nuit, c'est qu'il y a un cycle inflammatoire. Et puis, s'il y a un cycle inflammatoire, c'est parce qu'il y a une inflammation qui s'est installée. Donc, il y a une blessure plus importante au niveau d'une articulation, au niveau des ligaments ou au niveau des tendons, où là, en fin de compte, vous avez sans doute peut-être déchiré quelque chose ou abîmé quelque chose, et puis là, il va y avoir une inflammation. Une douleur au début de l'activité aussi va vous donner des informations de gravité ou qu'il faut faire quelque chose parce que là, vous avez vraiment une blessure, on n'est plus du tout dans le musculaire. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, normalement, si vous avez des douleurs musculaires, puis je suis sûr que beaucoup de personnes ont déjà subi ça, quand vous commencez à bouger, ça va mieux et puis vous vous sentez mieux. Et puis souvent, même après la deuxième classe, vous vous sentez pratiquement sans douleur parce que vos muscles sont de nouveau réchauffés puis vous avez pas mal. Puis si on parle d'une blessure un peu plus grave, par exemple une fracture de stress, une fracture de fatigue, en fin de compte, cette douleur va être déjà présente au départ et puis au fur et à mesure de l'activité, ça va être de pire en pire. Donc là, ça va être aussi un signe qu'il faut préférer arrêter l'activité. Et puis, un autre point qui est quand même super important, c'est quand vous devez commencer à compenser que vous n'avez plus à mettre de poids, par exemple, sur la jambe gauche, puis vous mettez plus de poids sur la jambe droite, c'est là, il y a un problème un peu plus gros. Le plus important, c'est si vous avez des doutes ou quoi que ce soit, c'est d'aller chercher un avis médical ou un physio ou un ostéo ou un chiro qui, eux, vont avoir la capacité d'évaluer un petit peu plus et puis vraiment de commencer à mettre un plan de traitement en place. Mais ce qui est important, c'est de ne jamais forcer sur une blessure. Moi, j'ai l'exemple d'une patiente qui était danseuse à Notre-Dame de Paris. Je pense que vous connaissez la comédie musicale en France. Et puis, une entorse de cheville, elle n'a pas voulu arrêter. Puis, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'elle n'a pas bien récupéré. Et puis, au fur et à mesure, elle ne pouvait plus danser. Et puis, elle a perdu sa place sur le show. Donc, souvent, danser, c'est des heures et des heures et des heures d'entraînement. Puis, des fois, prendre juste un peu de repos peut permettre de récupérer et puis d'éviter de trop pousser. Donc, la
la partie suivante, ça va être comment gérer. Comme je disais, si jamais vous avez des doutes, et puis même moi, quand je suis des équipes sportives et puis que j'ai des doutes, j'envoie aux urgences ou j'envoie chez le médecin pour être sûr que tout est clair. Parce que j'ai déjà vu des joueurs, on dit, bah, tiens, il peut retourner sur le terrain, et puis en fin de compte, c'est une fracture ou une grosse entorse, et puis il risque de se blesser encore plus. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on se blesse? On utilise l'acronyme RICE. Je ne l'ai pas trouvé en français, mais donc la première chose, c'est du repos. Ensuite, on va glacer. Pourquoi on glace? Parce que quand on se fait mal, des fois, il y a des saignements internes. Et puis, ces saignements internes, si on les laisse trop aller, ils risquent de créer des fibroses internes et puis de ralentir le temps de récupération. Donc, au début, en général, dans les 48 premières heures, on va vraiment essayer de glacer pour éviter ces saignements, puis éviter le gonflement. Le gonflement est aussi un risque en soi, puisque quand les tissus ou quand les liquides commencent à gonfler, s'ils n'ont plus de place, ils vont commencer à mettre de la pression sur les tissus les plus mous et les plus fragiles. Puis en général, ça va être les veines et puis ça va être aussi les nerfs. Donc on peut avoir des troubles neurologiques si on ne fait pas une action assez rapide, donc avec de la glace, avec une compression légère. Je ne dis pas d'écraser, mais juste mettre un bandage de compression pour encore éviter le gonflement. Et puis, la dernière partie qui est conseillé de faire, c'est donc une élévation. Et donc, pourquoi l'élévation? Ben, c'est le même principe. Le but du jeu, c'est de drainer les liquides vers le système lymphatique ou le système vasculaire pour justement éviter le gonflement et puis éviter les complications à plus ou moins long terme. L'essentiel, c'est toujours d'agir rapidement et puis de ne pas laisser traîner une blessure. Ce que je conseille, c'est toujours avoir quelqu'un qui a son brevet de secourisme, qui a fait sa formation avec la Croix-Rouge, où il y a d'autres organismes, mais ça permet vraiment de pouvoir agir rapidement et puis de connaître les gestes à suivre. Puis surtout, comme la formation est faite, ça permet d'essayer d'avoir l'habitude de gérer, de ne pas s'inquiéter de qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je ne peux pas faire. Justement, avec une préparation adéquate, on peut éviter les complications. Et puis, au niveau légal, il y a la loi du bon samaritain, on ne vous attaquera jamais si vous avez fait ce qu'il fallait, grosso modo. Donc, le but, c'est vraiment d'avoir une action rapide pour éviter les complications. Et puis, un peu de repos, des fois, va permettre d'éviter de louper toute une saison de danse parce qu'on n'aura pas voulu s'arrêter, puis on aura poussé, puis au fur et à mesure, ça sera de pire en pire, puisqu'on va compenser, mettre du poids de notre côté, on va se faire mal de l'autre côté. Donc, c'est vraiment important de gérer la blessure le plus rapidement possible. Puis la dernière partie du webinaire, enfin l'avant-dernière, ça va être vraiment prévenir pour éviter les blessures. Est-ce qu'on peut éviter toutes les blessures? Non, parce que une blessure, ça arrive, mais on peut mettre toutes nos chances, toutes les chances du côté du danseur, parce que c'est pas moi qui danserai aujourd'hui, pour leur permettre d'éviter les blessures. Donc, il y a quelques points à travailler pour éviter les blessures. L'hydratation est super importante. Pourquoi? Parce que quand vous commencez à avoir soif, que vous avez plus d'eau dans le système, vos muscles fonctionnent moins bien, puis il y a plus de risques de blessures. Donc, il faut bien boire avant l'entraînement, pendant et puis après. C'est sûr qu'en compétition, c'est plus difficile d'aller prendre une bouteille d'eau, surtout si vous êtes en plein chaud, mais c'est vraiment important d'avoir été bien hydraté. Ensuite, ce qui est important de gérer, c'est l'énergie. Alors, quand on parle d'énergie, on parle de nutrition. C'est certain qu'avoir un encas efficace avec des sucres et puis de vous permettre d'avoir l'énergie nécessaire pendant le spectacle est important. Encore parce que l'énergie, c'est ce qui va vous permettre de bouger, de sauter et puis de faire votre danse. Et puis, si vous avez une perte d'énergie, il y a plus de risques de se blesser aussi. Mais quand on parle d'énergie, on parle aussi de l'importance du sommeil.
Et puis, on parle aussi de l'importance de céduler un petit peu votre emploi du temps en fonction de l'heure de la prestation. Par exemple, si vous avez une prestation à 2 heures, évitez de faire 2 heures de ski alpin avant d'aller faire votre show de danse. C'est vraiment juste être préparé pour votre spectacle, pour avoir vraiment l'énergie nécessaire. Et puis, c'est la même chose pour les classes, d'être vraiment reposé et puis de ne pas être trop fatigué, puisqu'un état de fatigue trop important va aussi risquer d'entraîner des blessures. L'autre point important, c'est le warm-up. Pourquoi? Parce que ça permet en fin de compte de démarrer le flot sanguin dans le système. Puis, une fois que les muscles sont réchauffés, on a moins de risques de blessures musculaires. Et puis, la dernière partie qui, à mon avis, est la plus importante, et puis que dans n'importe quel sport, on voit qu'elle est un peu mise de côté, c'est ce qu'on appelle l'entraînement croisé. Si je parle un petit peu des coureurs, souvent, beaucoup de personnes pensent que s'entraîner pour une course, c'est juste courir. Mais en vrai, l'importance d'avoir des abdominaux et puis des dorsaux, avoir ce qu'on appelle la sangle abdominale suffisamment solide, va sécuriser le mouvement des jambes, va faire que c'est plus efficace. Puis pour la danse, c'est la même chose. Si vous avez une sangle abdominale trop faible, il y a un risque que quand vous allez bouger les jambes, votre bas du dos va partir dans tous les sens, puis vous risquez de vous faire mal au dos. Et puis en même temps, le fait de ne pas avoir un dos stable va vous empêcher d'avoir des mouvements aussi efficaces, parce que votre dos va bouger au moment où vous allez vouloir tendre la jambe, par exemple, alors que vous devez rester le plus statique possible. Donc, l'importance de travailler votre sangle abdominale, pour moi, est essentielle pour justement éviter les blessures. Puis une autre partie qui, à mon avis, est vraiment, vraiment importante, c'est le cardio. Et puis souvent, j'ai vu ma fille qui faisait de la danse avec Chaos. Après un spectacle, elle était crevée. Puis c'est la même chose. Si le spectacle est intense, si la danse est vraiment poussée et que vous n'avez pas le cardio nécessaire, il y a plus un risque d'être essoufflé, d'être fatigué et puis de se blesser. Donc, l'entraînement croisé, c'est vraiment, vraiment ça. Ce que je conseille, c'est le travail de la sangle abdominale. Donc, ça va être tout ce qui est exercice de pont, de planche de côté, des lunges, des pompes, et puis tout ça pour vraiment travailler la sangle abdominale pour être le plus solide possible. Puis le cardio, c'est pas courir pendant 2 heures, c'est juste 2 à 3 fois 30 minutes de course ou de vélo ou d'activité qui va juste vous permettre d'augmenter votre endurance. Après, si on parle d'endurance, on parle de zone 2 où vraiment on va être à 220 moins l'âge, à 60-65% de cette fréquence-là pour justement permettre à l'athlète de construire son endurance, puis à la danseuse ou au danseur de construire son endurance pour éviter les blessures. Et puis, un autre point que je n'ai pas affiché là, l'importance d'avoir des bonnes chaussures, puisque le risque de se tordre le pied ou de bien lasser ses chaussures pour justement éviter de se tordre le pied et puis de se faire mal, qui est aussi quand même super important. En même temps, dans la prévention, ce qui est important de comprendre, c'est que tout le système fonctionne ensemble. Si je parle un petit peu plus du côté ostéo et puis de la vue de l'ostéopathie et puis de la vue générale qu'on a du système, j'ai eu souvent des patients qui viennent avec des problèmes de genoux parce que leur cheville ne fait pas le travail. Ils ont une entorse de cheville où il y a un manque de mobilité sur la cheville, puis le genou va hyper travailler. C'est la même chose des fois où il y a des problèmes de hanche à droite, parce qu'à gauche, ça ne fait pas le travail. Donc, l'important d'être vraiment balancé et puis d'avoir une mobilité générale pour éviter que certaines zones hyper travaillent et puis risquer de vous blesser parce qu'en fin de compte, le genou a fait le travail de la hanche parce que la hanche ne bougeait pas. Ou des fois, on peut même avoir ça de côté. C'est-à-dire qu'un côté va compenser pour l'autre. Et puis, on va avoir des blessures du côté droit alors que c'est le côté gauche qui ne va pas bien. Donc, c'est vraiment important de comprendre que la mobilité et puis la santé vient d'une balance générale.
Puis donc, la dernière partie que je voulais aborder aujourd'hui, c'est à propos des étirements. Il y a beaucoup d'écoles différentes. Et puis, certaines personnes vont dire c'est mieux de s'étirer avant, d'autres vont dire que c'est mieux de s'étirer après. En fin de compte, c'est bon de s'étirer des deux, c'est-à-dire avant et après. La différence, en fin de compte, c'est qu'on va s'étirer un peu différemment, c'est surtout dans le temps de maintien. C'est-à-dire que quand le muscle est froid, on va garder un temps d'étirement entre 10 et 15 secondes. Par contre, quand le muscle est plus chaud, on va pouvoir aller de 15 à 30 secondes, puisque un muscle réchauffé va mieux s'étirer. Ensuite, est-ce qu'il y a une seule façon de s'étirer? Non, il y en a plein de différentes. Vous pouvez faire juste du spécifique, vous pouvez faire du dynamique, vous pouvez faire ce qu'on appelle du PNF, c'est-à-dire proprioception neurofacilitatrice, c'est-à-dire qu'on va on va travailler le quadriceps d'abord, par exemple, et pour étirer les ischio-jambiers après, puisqu'en fait, la contraction de ce qu'on appelle l'agoniste va entraîner la détente de l'antagoniste. Donc, c'est une façon de s'étirer. Il y a plein de façons de s'étirer, mais c'est vraiment important de penser à l'étirement avant et après. Une autre chose qui est vraiment importante de comprendre, c'est quand on s'étire, ça ne doit pas être inconfortable. On doit juste avoir une sensation d'étirement, parce que si c'est inconfortable, c'est souvent qu'on va trop loin. Puis quand on va trop loin, en fin de compte, on commence à être dans les risques de blessures musculaires, qui sont phase 1, phase 1, phase 2, phase 3. Puis là, vous êtes dans la phase 1, c'est que des fois, vous avez peut-être déchiré des petites fibres musculaires. Et puis après l'étirement, c'est douloureux. Puis dans ce cas-là, moi, ce que je conseille à mes patients, c'est d'éviter de s'étirer de nouveau la même zone et puis de passer à un autre muscle pour laisser le système se reposer. Ensuite, quand on voit certaines personnes faire des étirements plus longs, là, on ne parle plus d'étirements uniquement musculaires, mais là, on va aller jouer sur les fascias. Le fascia, en fin de compte, c'est le sac qu'il y a autour du muscle. Et puis là, on va plus aller dans l'esprit d'un gain d'amplitude articulaire. Donc, oui, on peut dépasser 30 secondes d'étirement, mais dans ce cas-là, il faut comprendre que c'est plus seulement pour le muscle, mais c'est aussi pour le fascia, le ligament et puis le tendon pour gagner un petit peu d'amplitude. Ce qui est important aussi, c'est quand on s'étire, c'est de jamais donner d'à-coups. C'est vraiment une descente continue. Puis quand on arrive en position, on reste 10, 15 ou 30 secondes en fonction du temps qu'on veut. Mais surtout, on ne donne jamais d'à-coups. On voit des fois des gens qui veulent pousser un peu plus loin. Puis quand ils essayent de pousser un peu plus loin, il y a des risques de déchirure aussi. Donc j'espère que ce webinaire vous aura servi un petit peu pour comprendre les différents types de blessures, quoi faire pour les gérer au départ, et puis surtout comment les éviter. L'essentiel de ma vision en ostéo, c'est vraiment de pouvoir avoir un corps le plus balancé possible, sans zone de tension sur certaines zones, sur certains endroits, qui risqueraient en fin de compte d'augmenter la pression sur d'autres. Maintenant, si vous avez des questions, je serai heureux d'y répondre. Vous pouvez la poser dans le chat si vous voulez, vous pouvez parler directement. Pas de questions, j'ai été super clair et tout le monde va éviter de se blesser maintenant. Donc, si jamais vous voulez me joindre donc, par courriel, vous pouvez me joindre à sylvain@mancusoostéopathie.com. Je serai super content de vous répondre. Si jamais vous avez des questions aussi sur tout ce qui est étirement spécifique de certaines zones, c'est pareil, j'ai l'habitude de donner des exercices d'étirement ou de renforcement aussi à mes patients pour permettre des résultats plus longs. J'espère que cette information, ce webinaire vous aura servi, qu'il n'y aura pas de blessure pour le reste de l'année et puis pour plus tard. Et puis, ça sera avec plaisir si jamais vous décidez de venir nous voir à Mancuso Ostéopathie. Bonne journée.